Vous écoutez Singulière Pluriel, épisode 2. Bienvenue dans l'univers de Singulière Pluriel, le podcast des femmes qui redéfinissent l'entrepreneuriat par-delà les conventions de la neuroconformité. Je suis Marie-Laure Bourgeois et à chaque épisode, je vous propose d'explorer le monde incroyable de l'entrepreneuriat au féminin. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages de chefs d'entreprise qui cassent les codes de leur profession et qui expriment différemment leurs talents au quotidien. Vous entendrez aussi des mots doux, des billets d'humeur, des discussions thématiques et parfois même des digressions poétiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Fiquet. Bonjour Sonia. Bonjour Marie-Laure. Donc je vous reçois dans ce podcast parce que vous êtes une femme entrepreneur et vous êtes également singulière. Vous êtes aussi auteur d'un livre dont nous allons parler dans cet épisode. Mais avant d'être entrepreneur et auteur, vous avez eu 1000 vies. Je le savais déjà parce que nous avions déjà échangé il y a quelques mois. Je l'ai redécouvert en lisant votre livre « La vie presque ordinaire d'une femme HPI-TSA, ces autistes que personne ne voit ». 1000 vies donc, en commençant par une vie d'enfant et d'adolescente en décalage, souvent dans la provocation. Une vie de femme également, en quête du grand amour que vous avez fini par trouver. Une vie de maman, maman atypique, d'enfant atypique. Et puis un parcours professionnel incroyable, où vous avez été animatrice, formatrice, chargée de mission, coordinatrice, gérante d'un restaurant. Vous avez également été présidente d'association, vice-présidente de la CCI du Vaucluse. Vous avez beaucoup œuvré pour l'insertion professionnelle et la création d'entreprises, notamment auprès des missions locales et des acteurs économiques et territoriaux. Une implication sociale et professionnelle qui vous a amené un temps à vous engager en politique. Depuis 3 ans, vous êtes présidente de la société Qui fait sa vie, conférencière et toujours formatrice en communication relationnelle. Vous accompagnez des personnes cumulant un TSA et un HPI, c'est-à-dire l'autisme et le haut potentiel intellectuel. Vous aidez ces personnes à comprendre leur double exceptionnalité pour vivre mieux avec elles-mêmes et avec les autres. Vous avez d'ailleurs créé un programme de formation dédié à cette particularité. Ça s'appelle HPI-TSA mode d'emploi et nous en parlerons plus en détail car cette formation fait en ce moment l'objet d'un financement participatif afin qu'elle devienne accessible au plus grand nombre. Voilà, j'en ai fini de mon introduction. Il y aurait tant à dire tellement votre parcours est incroyable. Mais justement, parce qu'il y a tant à dire et parce que nous avons de nombreux points à aborder, je m'arrête là et je vous laisse à présent la parole pour vous présenter avec vos mots et compléter ou préciser des points que vous auriez envie de détailler. Merci Marie-Laure. Je trouve qu'il est déjà bien complet. Donc effectivement, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 enfants, c'est très important dans ma vie. J'ai découvert mon autisme à 53 ans, je l'ai découvert toute seule. C'est important de dire ça. Ça faisait des années que je vivais ce décalage, que je ne comprenais pas, que j'allais voir des psychologues, des psychiatres. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, tout au long de ma vie. Je crois que le premier, j'avais 8 ans, suite à de nombreuses hospitalisations, où on ne trouvait jamais la cause de pourquoi ça n'allait pas, avec quand même des choses importantes, puisque j'ai fait des convulsions, on a pensé à une méningite, on a pensé... enfin voilà, je me retrouvais avec des fièvres énormes et jamais on ne trouvait ce que j'avais. On a mis pendant longtemps le fait que je sois hypersensible, hein, on disait à mes parents. Et oui, un parcours de santé compliqué, avec 17 fractures, avec 21 interventions chirurgicales. À chaque fois, j'étais l'exception, hein, qui confirmait la règle. On ne comprenait pas. Et un décalage que je ressentais en interne énorme. Et donc, quand j'allais chercher les réponses pour comprendre, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais en décalage. Eh bien, on me disait pendant très longtemps que j'étais hypersensible. Ensuite, on m'a dit que j'étais au potentiel. Donc, ça commençait à être soulevé, on va dire, par un psychologue quand j'avais 30 ans. Et jamais on me parlait d'autisme. Jamais. Et c'est complètement par hasard, en cherchant à comprendre ce haut potentiel, que j'ai découvert sur Internet des femmes qui témoignaient d'un autisme donc dit Asperger, hein, voilà, que j'ai commencé à me reconnaître et à me dire, mais mince, mais c'est ça, mais je suis ça, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça l'autisme. En tout cas, c'est pas la représentation que j'en avais. Et en creusant, eh bien,
Oui, ça devenait une évidence pour moi. Donc j'ai été me faire diagnostiquer sur Paris et là, le diagnostic est tombé. Après donc avoir été testée sur du HPI où on me disait, bah oui, votre décalage vient du HPI, hein, c'est normal, hein, vous comprenez mieux que les autres, alors qu'en fait, ça m'induisait complètement en erreur, puisque justement, non, je ne comprends pas mieux que les autres, je comprends autrement. Je perçois, je ressens et je traite l'information cognitivement différemment, et notamment dans le cadre complexe de l'autisme. Voilà. Donc, en découvrant cet autisme, en me faisant diagnostiquer, et finalement en mettant en lien toute la connaissance que j'avais pu comprendre de mon côté, plus ce que les psychologues spécialisés, et puis après tous les médecins que j'ai pu rencontrer, les psychiatres, alors là, spécialisés en autisme, ont pu m'expliquer de mon handicap. Enfin, j'ai pu comprendre qui j'étais, j'ai pu comprendre mon mode d'emploi. Voilà. Donc voilà qui je D'accord. suis. Je suis une femme qui a vécu complètement en décalage de ce que j'étais toute ma vie et qui comprenait pas. Voilà. Et aujourd'hui, je comprends. Et aujourd'hui, je suis apaisée. Ok. Merci Sonia. Donc on a bien compris que cet autisme qui a été masqué par le haut potentiel intellectuel a fortement influencé toutes les expériences que vous avez vécues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus cette double exceptionnalité et surtout nous donner quelques exemples concrets de son impact sur votre quotidien, par exemple au travail? Oui, eh bien, l'autisme, c'est avant tout une réalité organique, c'est-à-dire une manière de percevoir l'information de manière, j'allais dire, dérégulée. Donc ça peut être soit trop intense, soit pas assez intense. Et donc, du coup, des problèmes d'interoception, c'est-à-dire que je n'ai pas les bons capteurs non plus pour savoir où j'en suis de ma santé physiologique. Et tout ça va m'amener à me construire en fonction de mes propres représentations internes qui sont faussées. L'autisme, c'est donc des problèmes de neurotransmetteurs qui donnent pas la bonne information au cerveau, qui vont faire que l'information arrive en paquet dans mon cerveau de manière très forte, très intense, dans mon corps aussi. Et donc un trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'il y a un problème de synchronisation des synapses, hein, l'information va pas au bon endroit, n'est pas triée correctement, donc une hyperactivité cérébrale constante qui m'oblige à une métacognition constante. Donc la métacognition, c'est le processus de se voir faire. C'est-à-dire que je suis obligée de trier, j'allais dire manuellement, mentalement, l'information. Et donc de la ranger dans des cases, de la trier comme ça, de me faire cette base de données. Donc vous imaginez hein, une information constante, très forte, qui m'impacte émotionnellement, qui m'impacte en termes de fatigue, puisqu'il faut que je trie cette information-là. Et que si je veux être raccord avec ce que les autres, bah, il faut que j'aille à la vitesse des autres, ce qui n'est pas ma vraie vitesse, hein, puisque j'ai besoin de ce double traitement. Et donc, qui m'amène eh bien, à faire des liens qui ne sont pas forcément les bons. Et tout ça, je ne le savais pas. Donc, je vis dans mon monde sans voir que je ne sais pas créer le lien, euh, alors que je communique bien. Donc, du coup, bah, personne ne peut voir que j'ai cette problématique. Et en premier lieu, moi-même. Et si on m'explique pas, si on m'explique pas tout ce processus-là, eh bien, j'ai l'impression d'être agressée par les autres, alors qu'en premier lieu, ce sont mes sens qui m'agressent, c'est ma manière de traiter l'information qui m'agresse. Et j'en ai aucune lucidité tant qu'on me l'a pas expliqué. Voilà. Donc c'est ça l'autisme, c'est être coincé dans son monde sans savoir que nous sommes coincés dans notre monde. Et je vibre en fonction de mes centres d'intérêt. J'adore ça, je pars. Donc, je suis capable de pas manger, je suis capable d'être focus sur un truc, de pas entendre mes enfants qui me demandent quelque chose, de pas entendre mes collaborateurs, de pas entendre, alors qu'ils me disent les choses, je les entends pas. Et les autres pensent que je le fais exprès ou que je n'ai pas envie de les entendre, alors qu'en fait, c'est pas mes intentions. Mais vous voyez, tout est en décalage, tout est, comment dire,
c'est d'une incompréhension en fait totale de part et d'autre. Et donc forcément, ça donne des dysfonctionnements dans la communication. C'est ça l'autisme. Oui, et c'est important ce que vous dites, je pense, de part et d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir agressé par des choses qui ne sont pas forcément malveillantes, et puis réagir d'une façon que vous pensez appropriée dans un contexte où ça l'est pas du tout finalement. Oui, parce que l'autisme, en fait, j'ai tellement de choses à trier que je vais pas mettre les bonnes valeurs sur les choses sans le savoir. Et par exemple, j'aime bien donner cet exemple, hein. Mon patron rentre, il fait la gueule. Et comme moi, je me réfère toujours à ma propre expérience, puisque je ne comprends pas bien le monde, et ben forcément, je suis en autocentrage, je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors qu'en fait, il vient de se coincer l'orteil dans une porte. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, quand je vois son expression, que je la décrypte, comme je n'ai pas les bonnes références, les bons codes, eh bien, je le ramène à moi et ça devient anxiogène. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce sont ces difficultés dans le travail avec les autres au départ qui vous ont amené à être entrepreneur, ou est-ce que c'est autre chose? Euh, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je sois née de parents entrepreneurs, donc c'est aussi mon modèle. Des parents commerçants, artisans. euh, et donc, effectivement, j'ai cette fibre entrepreneuriale, voilà. Mais il y a aussi autre chose, en fait, qui était camouflée derrière tout ça. C'est que quand on est autiste, euh, on fait, c'est aussi notre force, on va avoir une grande créativité, on fait des liens, on a une vision des choses, qui souvent est en décalage avec les autres. Donc finalement, si on veut passer notre vision, ça va être plus simple de la passer nous-mêmes que d'essayer de la faire passer par une entreprise où il y a déjà une autre vision. Voilà. Et donc quand Oui, moi je rentrais dans les structures, eh bien j'avais beaucoup de mal à intégrer la vision de l'entreprise. J'arrivais avec mes propres forces en me disant on peut faire ci, on peut faire ça, hein. Mais du coup, c'était souvent ah, c'est génial tout ce que Sonia elle amène dans l'entreprise. Et puis à un moment, bah, moi, j'étais plus d'accord avec ce que eux, ils en ils faisaient attendaient de finalement. moi. Mm. Et eux n'étaient plus d'accord aussi sur ma manière de le faire parce que je ne prenais pas en compte leur propre positionnement. Voilà. Donc on parlait plus le même langage. Oui, Et puis après, bah, il y avait aussi me confronter au travail en équipe quand on n'a pas les codes. Quand vous arrivez et que vous êtes déjà vous, parce que mon cerveau qui s'arrête pas, donc je me souviens, j'arrivais en mission locale et j'étais déjà dans les dossiers. Oui, alors il faut dire ça à un tel, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc j'arrivais à l'accueil et je ne disais pas bonjour. Je disais bon, alors sur tel dossier on va faire ci, on va faire ça. J'ai pensé tel jeune, il faut le rappeler, nani, nana. Et donc les autres prenaient ça comme de l'autoritarisme, oui, comme des directives. Et puis Sonia, bah, elle fronce les sourcils, elle dit pas bonjour, et ils ne pouvaient pas voir que j'étais déjà partie en fait. Et c'était pas par manque de respect pour eux, c'était juste que j'étais sur autre chose. Et j'en avais aucune conscience. Et comme je savais pas établir le lien relationnel, je ne voyais pas que quand je ne respectais pas ces codes, eh bien, de moi-même en fait, je me mettais en comment dire, en marge d'un travail collaboratif, d'un travail d'équipe, oui, oui, forcément, sans le vouloir. sans vouloir, Ok. avec aucune intention d'écraser les autres. Et quand les autres me renvoyaient cette image de, elle est hautaine, elle est pédante, elle est crâneuse, elle est directive, elle est autoritaire, ça me blessait parce que moi, c'était pas du tout ça que je voulais. Donc, je comprenais pas qu'on me renvoie ça. Donc ça me renforçait dans mes rigidités. Ils sont cons, quoi. Pourquoi ils pensent ça? Bien sûr. Ouais. Je comprends un petit peu mieux parce que du coup, vous avez vécu de longues années sans avoir connaissance de votre autisme, puisque vous avez été diagnostiqué il y a 3 ans. Et j'aurais pu penser que cette découverte, c'était un choc pour vous, mais finalement, vous parlez d'apaisement, parce que vous avez finalement acquis de la compréhension. Mais oui, parce que à chaque fois, j'analysais ce qui se passait. Et je me disais, mais pourquoi ils arrivent à penser ça de moi? Je ne comprenais pas. C'est pas ce que je voulais passer. Donc, je ne comprenais pas. Et plus j'essayais d'expliquer aux gens, et moins ils comprenaient.
Donc, je me disais, mais c'est incroyable ça. Il me portait des intentions que je n'avais pas. Et je ne comprenais pas. Et en fait, je ne comprenais pas que je ne parlais pas le même langage qu'eux, que je pouvais être coincée dans des compréhensions littérales, que je manquais de vision globale, que j'avais pas d'objectif commun, que je voulais imposer mon rythme, ma manière de voir, ma manière de faire, qui parfois était la bonne, mais j'avais pas la manière de le faire. Et Oui. donc, du coup, bah, voilà, je ne comprenais pas. Mais quand ça se passait au niveau du travail, je me disais, bah, bon, c'est les autres. Mais quand ça se reproduit dans vos relations amoureuses, vos relations avec vos enfants, vos relations avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, à un moment, vous dites, mais pourquoi ils ne me comprennent pas? C'est quoi le problème? Voilà. Et quand on vous renvoie une image négative de vous, vous dites, mais c'est dingue ça, moi je suis la générosité en barre, j'aime les autres, j'ai envie d'aller vers les autres. Pourquoi ça marche pas? Donc oui, quand on m'explique que bah, il y a plein de choses que je vois pas, que je sais pas prendre en compte le point de vue de l'autre, alors que je suis persuadée de le faire au quotidien, parce que moi je suis dans la suradaptation, à toujours voir les autres, essayer de les décrypter, comprendre, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, voilà. Donc je suis bien là-dedans, dans cette envie de comprendre l'autre, et en fait incapable parce que je ne sais pas le faire, d'intégrer le point de vue de l'autre. Intégrer le point de vue de l'autre, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce que je le trouve très parlant, c'est les 30 ans de ma fille et je fais un PowerPoint où je mets des photos d'elle, c'est une surprise, donc je lui demande pas son avis. Et je prends des photos d'elle quand elle est bébé, quand elle est bien grasse, quand elle a son appareil dentaire, quand elle pleure, des photos qui, moi, me parlent. Voilà. Et quand je balance ça devant tous ses amis à 30 ans, donc des amis de longue date, mais aussi des amis à elle qui sont peut-être voilà, dans le cadre de son travail, des choses comme ça, qu'elle vient me voir après en me disant, mais maman, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là? Tu mets mon intimité comme ça toute ma vie? Je comprends pas. J'ai fait ça pour lui faire plaisir. J'aurais aimé qu'on me fasse ça pour mes 50 ans. Vous voyez comment je me réfère? Ouais. Mm. Et donc, du coup, je comprends pas. Je me dis, mais elle est ingrate avec tout le boulot que ça m'a demandé d'aller chercher les photos, tout ça, voilà. Et en fait, je ne comprends pas que je la gêne. Je n'arrive pas Oui. à intégrer Ouais. son propre point de vue. Et c'est D'accord. parce que je travaille dessus, hein, que j'applique ma méthode, que oui, bah, je shift. Et je me dis, bah oui, bah si, Sonia, tu lui as pas demandé son avis, il y a des photos intimes qui peuvent la gêner. Je n'ai pas vu comment je pouvais la gêner. Et ben, c'est ça, ne pas savoir intégrer le point de vue de l'autre. Et ça, j'ai D'accord. mis 53 ans à le comprendre. Et donc aujourd'hui, avec les techniques que vous avez appris de communication interpersonnelle, bah, vous y arrivez mieux. Eh oui, bah, par exemple, quand je veux écrire un article, dernièrement, j'ai écrit un article sur l'autisme de mon fils. Donc j'écris l'article, puis d'un coup, je me dis, Sonia, applique la méthode. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, si quelqu'un écrivait un article sur toi, est-ce que tu aimerais le découvrir comme ça ou c'est des choses intimes? Donc, je suis allée voir mon fils. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais écrire un article sur toi, sur ton autisme. Je pense qu'il peut aider des familles pour ça, pour ça, pour ça. J'aimerais que tu le lises et que tu me dises ce que tu en penses. Et donc, il l'a lu et il y a une phrase en particulier où il m'a dit, non, celle-là, je veux pas que tu la mettes de phrase. OK. Voilà. Il m'a dit, pour le reste, oui, ça peut aider des familles, donc oui, j'accepte. Voilà. Et donc, Super. et voilà. Et là, le lien relationnel, c'est être capable de comprendre bah, l'opinion de l'autre, son positionnement, et c'est tout ce qu'on apprend dans la formation. OK. Voilà. Donc, bah, justement, puisqu'on parle de formation, vous avez essayé pas mal de métiers, mais je crois qu'un de vos premiers, et puis le métier que vous faites actuellement, votre métier de cœur, je dis ça parce que je suis également formatrice, donc vous êtes formatrice en communication. Je suis formatrice en compétences sociales et relationnelles, en fait. D'accord. Donc oui, je me suis formée très jeune au métier de formateur. Mes premiers postes de formatrice, bah, j'avais 26 ans, 27 ans. J'ai confirmé par un bac+4 en ingénierie pédagogique à 39 ans. Donc je suis intervenue toute ma vie. J'ai coordonné le Greta, j'intervenais sur les formations à l'AFPA des conseillers d'insertion professionnelle en compétences sociales
et, euh, et relationnelle. Donc, j'enseignais la communication relationnelle. Donc, c'est ça le plus drôle, c'est que j'ai passé ma vie à expliquer aux autres comment bien communiquer, avec toute une partie qui me manquait. J'étais coincée sur la compréhension littérale. Donc, dans les principes, bah, je savais les expliquer et les autres les appliquaient, ça marchait bien. Sauf qu'il y avait toute une partie auquel je n'avais pas accès. Et c'est en découvrant mon autisme que j'ai pu revisiter cette formation et là me dire, mais mince, ça fait 25 ans que tu enseignes quelque chose de manière très littérale et en n'ayant pas pris en compte tout un tas d'indicateurs. Et donc, j'ai retravaillé la méthode au principe relationnel que j'enseignais en réintégrant tout le handicap et finalement en m'apercevant que les principes, les processus de logique que j'avais mis en place, eh bien, je le retrouvais chez les personnes qui avaient ignoré leur handicap et donc qui ont mis des processus compensatoires. Et on Oui. s'aperçoit que c'est les mêmes. Donc Sonia, là, vous nous parlez de votre formation HPITSA mode d'emploi, donc que vous expérimentez déjà depuis plusieurs années. Quelle est la finalité de cette formation alors exactement? Eh ben, de vivre en harmonie avec soi et avec les autres, hein, c'est-à-dire d'arrêter de se suradapter, mais de comprendre le handicap qui nous impacte au quotidien pour vivre en respect de notre mode de fonctionnement qui est particulier, mode de perception, mode de ressenti et les modes cognitifs. Donc, quand on se connaît, eh bien, on va pouvoir se positionner dans la relation aux autres en partant de soi, on vise vraiment l'autonomie de la personne, c'est-à-dire de ne plus subir, mais de choisir mes interactions et de les vivre et de savoir l'expliquer aux autres, voilà, de vivre, vraiment c'est le mot, de vivre en cohérence avec soi et avec les autres. Quand on est nous bien alignés, ça marche avec le reste. D'accord. Donc cette formation, elle s'adresse aux personnes qui ont un HPI et un TSA, aussi bien les enfants que les adultes. Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais effectivement, je ne forme que des adultes. euh, Voire des ados, voilà, quand eux, ils sont bien avancés. Mais je forme les parents. Je forme D'accord. les parents de personnes HPI-TSA parce que si les parents sont formés, eh bien, ils vont pouvoir former leur enfant au quotidien par des petites touches, petit à petit, et permettre à l'enfant bah, de se construire justement, pas comme nous, on s'est fait en opposition, dans le mode combat et toutes les mauvaises expériences qu'on a pu vivre, mais justement en leur expliquant petit à petit le positionnement, comment ils doivent partir de s'écouter, la relation au corps, la relation aux émotions, eh bien, de pouvoir grandir de manière beaucoup plus harmonieuse finalement que d'être dans le noir. Oui. En fait, vous leur donnez les clés avant qu'ils les trouvent tout seuls à 51 Voilà. ans, quoi. Exactement. Donc, Ok. on travaille avec tout public, en fait. On travaille avec les parents, on travaille avec les personnes concernées, on travaille avec les managers, les chefs d'entreprise. Et maintenant, on est en train donc aussi de former des formateurs à la méthode pour que voilà, je peux pas être toute seule à former. Surtout que Oui. ce sont des formations individuelles où on est toujours en one-on-one. Parce que la particularité des personnes autistes, c'est que nous avons une pensée en images et qu'il faut que je m'assure, quand on passe le contenu de la formation, que la personne, elle ait la bonne image par rapport à ce qu'on est en train de lui donner. Voilà. Si vous D'accord. parlez de créneaux d'activité et que la personne, elle pense qu'on parle de créneaux horaires, on parle plus de la même chose. Oui. D'accord. Eh oui. Donc, il faut s'assurer à chaque fois de la compréhension. C'est pour ça que nos formateurs sont vraiment, eux-mêmes sont passés dans le programme. Ce sont que des personnes HPI-TSA, c'est-à-dire qui ont vécu de l'intérieur tout le dysfonctionnement. Donc, ils en ont pris la lucidité et ils appliquent la méthode eux-mêmes tous les jours au quotidien et ils vont transmettre la méthode en prenant en compte justement toute la difficulté de la compréhension littérale, de la compréhension de la cécité contextuelle de nos modes particuliers du traitement de l'information. D'accord. C'est super intéressant.
Et donc cette formation, elle fait l'objet actuellement, en ce moment, d'une campagne de crowdfunding sur la plateforme Litchi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quoi ça sert ce financement? Alors, ce financement, il va nous permettre eh bien, d'investir pour rendre cette formation accessible au plus grand nombre. Pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, ça veut dire financièrement qu'elle soit prise en charge. Aujourd'hui, ça a un coût de mettre un formateur en face à face devant chaque personne. Il y a un suivi sur 22 semaines au quotidien, donc vous imaginez, c'est assez lourd financièrement, d'autant que les gens, bah, il faut les payer correctement, hein. On ne les paye pas au SMIC. Nous, les formateurs, ils sont dans la case de la convention des formateurs. Donc voilà, ce sont des gens d'expérience, expérimentés. Donc, la certification, ça veut dire aller chercher cette certification auprès de France Compétences. France Compétences, c'est l'organisme national qui va donner la certification. Et donc, quand la formation elle est certifiée, elle peut être prise en charge par le CPF, compte professionnel de formation. Elle peut être prise en charge par France Travail et elle peut être prise en charge par ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences, donc dans le cadre pour les salariés, par exemple. Vous voyez? Oui, ou Aujourd'hui, les chefs d'entreprise également, oui. exactement. Aujourd'hui, cette formation, nous, on a fait déjà le fait d'être Calliope, donc notre organisme de formation est reconnu pour la qualité de ce que nous proposons. Voilà, on respecte tous les codes de la formation professionnelle. Mais la formation, si on veut qu'elle soit prise en charge, il faut qu'elle soit certifiante. Et ça veut dire un bureau d'études qui travaille avec nous pour transformer tout ça en ingénierie pédagogique. Donc même si moi, c'est ma compétence, ça reste quand même un travail qui est lourd et qui représente à peu près 3 500 euros par formation. C'est 1 500 euros au jour, hein, de toute façon. Voilà. Donc, par formation, sachant que nous, on veut faire valider la petite formation, le programme d'accompagnement et la formation de formateur. Donc déjà, là, c'est 10 000 euros. Et ensuite, eh bien, ça veut dire qu'il faut former des formateurs parce que il faut rendre accessible à tout le monde. Si demain, on est certifié, il faut que les gens de partout en France et dans les dom-toms, parce que j'ai aussi des gens qui me téléphonent de Guyane. Là, j'ai un monsieur de Guyane, j'ai un monsieur de La Réunion, vous voyez. Donc, il faut qu'on ait sur place des gens qui soient en capacité. Donc, il faut les former. Et il y a aussi, eh bien, toute la visibilité qu'on peut donner. Si les OPCO ne nous connaissent pas, si Paul France Travail ne nous connaît pas. Donc, ça veut dire des gens sur place qui vont expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, voilà. Et tout ça, ça veut dire passer de ce petit côté artisanal aujourd'hui où on est deux formateurs, une petite chargée de relations en stage et une chargée de qualité externe, bah, à une autre dimension de l'entreprise. Alors, pourquoi on ne fait pas de crédit? Pourquoi on fait du crowdfunding? Bien parce que je suis une personne autiste qui a été confrontée à plein de choses dans sa vie, et notamment avec un dossier de surendettement. Donc à un moment, je n'ai plus accès au crédit. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit, même si mon entreprise elle se développe. Voilà, je suis dans ce qu'on appelle l'incapacité à faire un crédit personnel. Et l'entreprise, elle, j'ai déjà emprunté pour investir sur plein de choses. Donc, je suis dans une phase qu'ils appellent la capacité d'autofinancement. Ben, c'est pas plus. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai besoin de faire appel à ce crowdfunding. Et je trouvais que c'était juste parce que le crowdfunding, c'est la solidarité. C'est finalement demander pas beaucoup, euh, donc 10 euros, 15 euros. Et en échange, eh bien, il y avait j'offre mon livre. Mon livre qui est en vente à 20 euros sur les plateformes. Donc, vous voyez, c'est un vrai échange avec les gens. Ils ont accès aussi à tout le travail que je mets en commun sur mes plateformes, notamment YouTube, de façon gratuite. Donc, moi, je vous donne d'un côté, eh ben, donnez-nous de l'autre pour nous permettre de rendre accessible au plus grand nombre parce que on sait les résultats qu'on a avec cette formation. Donc, c'est juste. C'est juste et c'est même tellement important en fait. Merci Sonia, du coup je mettrai les liens pour participer à la plateforme Litchi dans le commentaire de ce podcast. Ouais. Euh,
Comme je sais que vous êtes comme moi passionné d'écriture, je résiste pas à vous poser quelques questions sur le sujet. Vous êtes conférencière, auteur d'un livre auto-édité. Donc, je rappelle son titre, La vie presque ordinaire d'une femme HPITSA, ces autistes que personne ne voit. Donc, je l'ai lu. C'est un témoignage qui est touchant, troublant même, je dirais, avec des passages quand même assez durs. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'écrire ce livre? Alors, il faut savoir que ce livre, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 30 ans. J'ai Oui. commencé à raconter ma vie, j'avais 30 ans. Je ne savais pas pourquoi je l'écrivais, mais je savais qu'il fallait que je l'écrive. Je savais qu'il fallait que je comprenne, hein. À travers ce livre, j'essayais de comprendre en fait pourquoi ça se passait comme ça. Donc, je notais tout ce qui se passait. Et quand je découvre mon autisme, donc ce livre de 30 ans, hein, pendant 23 ans, je l'ai nourri petit à petit, hein, voilà. Et donc, quand je découvre mon autisme, je relis ce que j'ai écrit et là, je comprends. Et là, je comprends, voilà. Et là, je me dis, il faut que les gens sachent comment je l'ai vécu de l'intérieur. Il faut que vous compreniez la violence. Oui, il y a des passages qui sont durs parce que ma vie, ça a été toujours sur une corde raide, à savoir si j'allais me foutre en l'air ou pas, si j'étais pas faite pour ce monde. Et donc, moi, quand je commence à écrire, j'ai 14 ans. Alors le livre, à partir de 30 ans, mais mon rapport à l'écriture, c'est ma capacité de sortir de mon cerveau toutes ces idées noires, toute cette solitude que je n'arrive pas à partager avec les autres. Les autres ne me voient pas dans ma solitude. Je suis une personne joyeuse, je suis tout le temps dans la suradaptation. Donc ils voient une personne, un truglion là, qui est tout le temps en train de s'agiter, qui arrive dans les groupes, qui raconte sa vie, qui repart, voilà. Mais en fait, jamais je n'exprime ce que je ressens. Moi, je ne parle que de ce que j'apprends. Ah, tu es au courant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne transmets aux autres. Je suis Madame Je sais tout, hein, on m'appelle, hein. Donc, voilà, hein. Pour tout le monde. La savante dans la famille, c'est oh, la savante. Voilà. Oh, arrête de nous écraser avec ton savoir. Et j'ai toujours une définition à donner, j'ai toujours une explication aux choses. Jamais je parle de moi. Et en fait, dans l'écrit, je commence par des poèmes où j'exprime cette solitude. Un de mes premiers poèmes ça s'appelle Solitude. J'exprime ce mal-être de cette petite fille qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà. Oui. Quand je vais divorcer de mon premier mari, je vais avoir une période où j'écris des textes, des textes, des textes, où je fais mon épitaphe. Parce que je sens que je suis à ça de me dire, mais finalement, tes enfants, ils seraient plus heureux sans toi, tu poserais moins de problèmes, tout le monde serait plus heureux sans toi. Donc finalement, l'écriture a un À rôle sauver. thérapeutique. Ah, complètement, complètement. Et puis, aujourd'hui, c'est autre chose. L'écriture, c'est ce bouillonnement intellectuel qui n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. J'ai beau, voilà, parce que l'autisme, c'est ça, hein, c'est voilà, les idées qui viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'à un moment, il faut que je les pose sur le papier, il faut que je les sorte. J'ai un message à délivrer au monde qui est beaucoup plus raisonnable. Euh, mais oui, mais et ce message, c'est toutes ces années d'incompréhension parce que je vois ce monde qui se déchire, parce que je vois ce monde qui ne se comprend pas. Vous verrez l'article que je mets sur LinkedIn là, qui s'appelle La différence ou le petit truc en plus. Bien sûr que j'ai repris, voilà, ce film m'a beaucoup parlé, Artus, hein, voilà. Et on pourrait tellement vivre heureux tous ensemble, mais vraiment. Et en fait, chacun va poser des intentions sur les autres qui ne sont pas les bonnes. Et donc, ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer comment on pourrait vivre beaucoup plus heureux les uns avec les autres, quoi. Donc il y a Et un ça travail à faire, oui. Il y a un travail à faire, je suppose, du côté des personnes autistes pour comprendre leur fonctionnement et comprendre l'impact qu'elles ont sur le monde. Et puis également du côté des personnes non autistes pour, pour intégrer aussi que tout le monde n'est pas pareil. Et oui, mais je crois que ça va au-delà de ça.
C'est-à-dire que je suis une spécialiste de la communication relationnelle, donc tout le monde n'est pas autiste, on est d'accord, mais les traits autistiques ressortent de plus en plus dans cette société d'opposition, de rigidité, de repli, parce que la peur de l'étranger, la peur de ce monde qui change, des codes qui sont pas les mêmes. Quand on voit les réactions aujourd'hui suite à la cérémonie des JO, enfin, ce déferlement enfin, voilà, moi, je vais au-delà de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une vision géopolitique et je pense qu'aujourd'hui, l'autisme, c'est le second livre que je suis en train d'écrire, l'autisme, cette seconde humanité, la nouvelle humanité. Voilà. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des personnes autistes qui perçoivent ce monde hein, de manière intense, mais c'est la réalité de ce qui est en train de se vivre. Ce monde qui est de plus en plus intense, ce monde d'hyperconsommation, ce monde de vibrations, de trop partout, où on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de vivre en harmonie les uns avec les autres. Où on fait des études, on ne sait même plus pourquoi on fait des études. On fait des études pour gagner sa vie. Pourquoi pour gagner sa vie? Bah, pour me payer une belle maison. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Voilà. Et on a oublié l'essentiel. Oui. Vivre apaisé, en harmonie les uns avec les autres. Et ça, c'est pour tout le monde ce message. Et c'est là-dedans que moi, je pense que ouvrir l'esprit des personnes HPI-TSA, donc des gens qui ont une grande créativité, hein, sur leur potentiel, c'est participer à la création d'une humanité plus apaisée. Voilà. Wow. Je Ça, sais, hein, je pars un peu dans mes Non, non, délires. Je c'est un m'autorise beau à avoir message. cette vision-là. Vous avez raison. Il faut. Voilà. J'en reste un peu sans voix de cette fin d'interview. Sonia, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez conclure sur cet échange. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble cet après-midi. Ouais. Alors, le mot de la fin, j'hésitais parce que moi, j'ai envie d'en mettre quatre. Ah bah, allez-y. On est le pays, en France, on est le pays des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. On a oublié ce que c'était. Liberté d'expression. Voilà. Égalité, c'est la différence, c'est tout le monde, quoi. Tout le monde pareil. Peu importe qu'on soit gros, petit, noir, jaune, handicapé, pas handicapé, sexué, homosexuel, peu importe, tout le monde pareil. On a tous le droit au respect, quel que soit ce qu'on... Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Fraternité, bah, c'est l'amour, c'est le quatrième mot. Je veux dire, il faut remettre de l'amour dans tout ça. Il faut qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. Donc, euh, arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons, quand on dit mettre dans les cases, oh, il veut être autiste, HPI, oh, c'est pour mettre dans les cases. Mais non, c'est pour comprendre comment je fonctionne. Parce que quand je comprends, je peux mieux m'aimer. Et quand je m'aime moi, je peux aimer le monde. Il faut remettre de la valeur sur les choses et on part de nous. C'est parce que maintenant je me comprends, que je m'aime, que je m'accepte avec mes plus, avec mes moins, avec mes troubles des fonctions exécutives, avec voilà, mes peurs, mes excitations. C'est parce que je m'aime que je peux donner cet amour aux autres. Aimez-vous, vous, pour aimer le monde. Le monde a besoin de ça. Arrêtons la critique, arrêtons l'opposition. C'est facile et ça ne sert absolument à rien. Arrêtons cette guerre d'idées. Composons ensemble. Je crois que c'est ce qu'on nous dit en ce moment. Il va falloir composer ensemble. C'est mon mot de la fin. Il faut composer ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.